Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Nous allons parler aujourd'hui des femmes et du bien-être au travail. Nous le ferons en compagnie d'un spécialiste. Nous le ferons en compagnie du docteur Kevin Silver. Il est médecin du travail, spécialiste en neurologie. Il est également doctorant en histoire économique et sociale. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Loïc Emayou. Nous sommes bien sûr quelques jours après le 8 mars, mais est-ce qu'au-delà de cette période festive, on peut considérer aujourd'hui que les droits des femmes sont des acquis en termes d'avancées sociales, d'acquis sociaux? Oui, en fait, au-delà de ce 8 mars même qui d'abord marque en fait une situation. C'est-à-dire que le 8 mars, c'est au cours d'une période où un certain nombre de femmes voulant réclamer leurs droits ont dû subir une violence. Et donc c'est en souvenir de cette journée qu'on a mis le 8 mars. Et donc vous allez voir que on a des journées de la femme. Vous avez vu aussi quelque part journée internationale des droits de la femme. Oui. Et au-delà de cette célébration qui peut être festive pour certains et de recueillement pour certains ou d'activités intenses pour pouvoir reconquérir les droits, on peut se dire aujourd'hui qu'avec tout ce qu'il y a comme disons, travail médiatique, institutionnel, motivation, d'engagement de tout un chacun, il y a quand même eu beaucoup d'avancées par rapport à un certain nombre d'années, un certain nombre de droits que la femme doit pouvoir avoir en termes d'accès à un certain nombre de postes ou d'activités au sein de la société. Ça a évolué en termes de protection par rapport à un certain nombre de facteurs de risque au sein de la société ou au milieu du travail. On pourra revenir là-dessus, qui sont liés au harcèlement et autres. Il y a eu des acquis. Donc ces acquis-là peuvent nous dire aujourd'hui qu'on a quand même avancé. Et par rapport à ça, je pense que c'est une opportunité pour nous de se dire que cette, disons, célébration, à chaque fois, elle nous rappelle que nous avons toujours un pas de plus à faire par rapport aux acquis que nous avons à chaque niveau du droit de la femme. Vous parliez d'acquis. Bien sûr, il y a ce texte qui a été adopté, un décret ministériel qui interdit le harcèlement sexuel, la discrimination, ainsi que la violence et l'intimidation au travail sur les lieux de travail. Donc, on peut considérer que c'est quasiment dans le ciment. Oui. Ça a été... Oui, c'est dans le ciment. Et je peux vous dire que ça a été une longue bataille. Et on peut féliciter les autorités togolaises de cette avancée. Parce que depuis plus d'une vingtaine d'années, quand nous parlons des dangers en milieu du travail, par exemple, à part les risques chimiques, physiques et autres, là, nous parlons d'aspects psychosociaux. Mais sauf qu'il n'y a pas véritablement de texte dans plusieurs pays, même en Europe, dans plusieurs pays, qui encadrent ces situations-là. Oui. C'est des situations un peu délicates, donc qui fait qu'il n'y a pas véritablement... Mais lorsque un gouvernement, lorsqu'un pays prend la responsabilité de se lancer dessus, ça veut dire qu'on va y avoir une avancée. Et n'oublions pas que depuis 2019, l'OIT a mis en place la convention, la C190, contre le harcèlement. Et donc, c'est dans la droite ligne de cette promotion au niveau international que le Togo met en place cet arrêté qui protège comme la discrimination, le harcèlement, la violence au lieu de travail. Je pense que c'est vraiment une grande avancée pour les femmes de manière globale et pour tous les travailleurs sur le lieu de travail. L'OIT qui est l'Organisation internationale du travail. Voilà. Ok, présidé par un Togolais. Là. Oui, un Togolais, hein, voilà. Gilbert Fossou-Mbongo, donc c'est une ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre, voilà. Donc, nous parlons des femmes. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui dans le milieu de travail où vous exercez comme médecin du travail? Est-ce que les conditions dans lesquelles elles travaillent au Togo, que ce soit à Lomé ou n'importe où ailleurs, les mettent sur un même pied d'égalité que les hommes? Bon, disons que notre Code du travail, déjà dans son article qui est relatif par rapport aux conditions d'accès aux différents postes de travail, le met clairement que l'accès à un poste de travail ne doit pas faire l'objet d'une discrimination, que ce soit liée au sexe, à la religion, etc. Mais vous savez toujours que la réalité du terrain est différente toujours de ce qui est mis dans les textes. Parfois, un certain nombre de postes ou dans un certain nombre de milieux de travail, il y a toujours des restrictions de l'accès à la femme à un certain nombre de postes. Peut-être liées à la manière dont les choses ont été conçues, de manière à ce qu'un certain nombre de postes ne soient accessibles beaucoup plus qu'aux hommes. Et donc, ça veut dire que ça ne donne pas la possibilité. Alors que c'est véritablement mis qu'il doit y avoir normalement un accès
disons, équitable. Et vous pouvez vous rendre compte que dans certains milieux du travail, quand on y est allé, ça fait pas plus tard que 2 ou 3 semaines, on est allé quelque part dans une structure et on constate que à peine vous avez peut-être 10% des activités qui sont réservées aux femmes. Et même postes de direction? Aux postes de direction comme aux postes de maîtrise ou des postes où les travailleurs sont pour pouvoir travailler. Mais aux postes de direction, carrément, on n'a vu pratiquement aucune femme. D'accord. Pourtant, le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'égalité des chances et l'égalité, la parité entre les hommes et les femmes donne une très bonne note au Togo. Oui, non, la très bonne note que nous voyons au niveau du Togo, et ça se remarque beaucoup plus dans un certain nombre de directions, un certain nombre de grandes institutions. Vous le voyez, aujourd'hui, nous avons une premier ministre qui est une femme. Vous avez des ministres qui sont des femmes. La présidente de l'Assemblée nationale, la secrétaire générale de la présidence. Donc, vous avez ces éléments-là que nous avons. Et ça, c'est déjà des éléments forts. De la même chose, dans un certain nombre de grandes entreprises et de grandes institutions aussi, il y a cette avancée. Maintenant, il y a l'autre élément aussi qui est important. C'est-à-dire qu'il y a ça, le Togo a avancé ce côté-là, mais il faut aussi aller vers la base. La base, c'est-à-dire que les petites entreprises, les organisations qui sont un peu plus communautaires, est-ce que ces éléments-là aussi, ils sont à ce niveau-là? C'est là où il convient qu'on doit continuer par faire ce travail de sensibilisation de manière à ce que la bonne note que nous avons de manière globale, toute cette bonne note-là puisse se répercuter sur toutes les couches de la société. Donc, grosso modo, ce que vous nous expliquez, c'est que le gouvernement est en avance, oui, mais que sur le reste des couches sociales, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Et ça, si vous le voyez, c'est que le gouvernement, dans sa stratégie, c'est qu'elle montre l'exemple. Elle montre l'exemple. Donc, ça veut dire que si, moi, en tant que premier responsable du pays, ou nous, en tant que premier responsable du pays, nous arrivons à montrer l'exemple, ça veut dire que nous vous donnons l'exemple pour que les autres entités, que ce soit les organisations, les sociétés, les entreprises, les communautés, vous devez pouvoir donner cette opportunité aux femmes au même niveau. Voilà. Là, récemment, sur le thème qui a été retenu, il était question d'avoir une plus grande inclusivité des femmes, à la fois sur le plan politique et dans la vie publique. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez remarqué que ces femmes au travail se sentent moins incluses dans les processus, moins bien payées que les hommes? Est-ce que l'effort à faire est aujourd'hui tel qu'il faut partir de loin pour obtenir des résultats probants? Bien, disons que par rapport à l'aspect de l'inclusivité, oui, l'inclusivité suscite que même en dépit de la situation de vulnérabilité de la personne, il faudrait lui offrir une chance de pouvoir avoir accès à un certain nombre de choses dont un travail décent, mais aussi les éléments qui permettent de pouvoir avoir un salaire qui soit équitable par rapport à là où elle est. Donc je pense qu'aujourd'hui, quels qu'en soient les cas, quand on le remarque, tout ce qui est mis dans, disons, au niveau, si je prends le niveau public, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. C'est net. C'est là où c'est difficile, c'est là où le gouvernement ne peut pas contrôler directement. Même si, par exemple, au niveau du Code du travail, il a été définitivement clairement par rapport ou à la convention collective, comment est-ce qu'il faut traiter tous les types de travailleurs sans discrimination. Si, par exemple, il y a des éléments de primes, des spécifiques à faire par rapport à telle ou à telle catégorie, là, il n'y a pas vraiment de maîtrise. Et donc, là où il n'y a pas de maîtrise, c'est là où la sensibilisation, et c'est là où moi j'apprécie ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, c'est là où la sensibilisation elle est très importante, que à partir du moment où nous parlons d'inclusivité au niveau des postes de travail, lorsque vous avez une femme qui est là et qu'il y a l'ouverture de ce poste-là pour elle, mettez-le à ce poste. Et qu'en fonction de ses compétences, qu'elle puisse avoir le même salaire que l'homme qui est là-bas et qu'elle bénéficie tout ce qu'il y a comme appui nécessaire de manière à ce qu'elle puisse être capable d'avoir les mêmes compétences, d'avoir le même système managérial. Parce que n'oublions pas une chose, quand vous mettez un système en place, vous avez besoin d'un manager qui permet à ce que la société puisse faire un pas supplémentaire. Et donc si vous offrez l'inclusivité à la femme de lettres, ne faites pas de manière à ce que là-bas, on fait tout pour qu'elle ne puisse pas avoir tous les éléments pour pouvoir aboutir. Et en fin de compte, on se dit, bon, ben, la femme, elle ne peut pas le faire.
Voilà. Parce que là, vous soulevez un point qui est un argument utilisable par n'importe quelle entreprise qui ne veut pas faire avancer les droits des femmes, celui de la compétence. Comment est-ce qu'on fait pour être certain que dans l'entreprise où elle travaille, non seulement elle pourra avoir un plan de carrière très, très clair qui lui permet de savoir que dans 2 ans, dans 5 ans, même si elle est arrivée sans avoir un poste de responsabilité, elle pourra en obtenir et même pourquoi pas arriver au sommet de l'entreprise. Et ça, c'est peut-être pas prévu par la loi. Oui, en fait, c'est pas directement prévu par la loi, mais les mécanismes globaux dans le monde du travail, normalement, demandent qu'ils soient faits. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du code du travail, il est demandé qu'il y ait une bonne gestion de la carrière du personnel. Maintenant, comme je le dis toujours, c'est-à-dire que, en fait, c'est tout ce que nous faisons comme activité de motivation, d'influence et autres qui se fait au niveau de la société et au niveau international permettent à ce que, au niveau de l'entreprise peut, à des certains niveaux, même faire, disons, un cadre spécial pour la femme. Ça veut dire que si cette femme-là, elle arrive à ce niveau et qu'elle n'a pas toutes les compétences, il faut normalement pouvoir, en matière de formation, qu'elle puisse aller se former correctement. La formation continue. La formation continue, qu'elle puisse aller, qu'elle puisse avoir les soutiens nécessaires. Parce que si on vous met un poste de compétences, si vous n'avez pas les soutiens nécessaires par rapport à votre équipe, tout ce que vous allez donner comme ordre ou comme orientation, elle ne pourra pas se mettre en place. Donc, lorsque on veut que la femme puisse évoluer dans sa carrière, toutes les dispositions qu'on met autour de l'homme pour pouvoir le faire, il faut qu'on puisse le mettre. Et parfois, même, il faut même faire plus. Parce qu'à un moment donné, si la femme, pendant un certain nombre de moments, était restée peut-être dans la communauté où elle était, ou dans la formation, ou dans la manière dont elle vivait, elle était un peu plus recluse sur elle-même. Lorsque vous donnez une opportunité et que vous ne la soutenez pas, en 2-3 mouvements, elle peut se décourager et revenir en arrière. Donc, lorsqu'il y a ce soutien qui est là, en ce moment-là, vous risquez de voir une femme transformée en homme, si on peut le dire ainsi. Et par rapport à ça, je ne parle pas d'homme, mais en termes de combativité. Oui. Voilà. Et donc, par rapport à ça, vous allez voir que, bon, en fait, en réalité, en tant qu'homme, qu'on soit femme ou homme, nous avons les mêmes capacités de pouvoir gérer les choses. Et parfois, on peut le dire que, bon, dans une certaine mesure, sur certains aspects, la femme est encore beaucoup plus souple sur un certain nombre d'aspects pour pouvoir faire évoluer les choses. Mais s'il n'y a pas de critères d'évaluation objectifs dans l'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour imposer à une personne qui a pris le risque d'investir, comment on fait pour l'obliger à respecter des critères qui permettent à un employé entré en catégorie basse d'atteindre les hautes catégories de l'entreprise? Oui, en fait, est-ce qu'il n'y a pas de critères? En fait, c'est que chaque entreprise, en fait, là où nous sommes aujourd'hui, vous avez, disons, des formations qui sont liées à comment est-ce qu'on fait évoluer les capitaux humains au sein de l'entreprise. Après, du moment où vous avez tous ces dispositifs qui sont mis en place par l'entreprise, et un élément qui est important, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai un objectif. Oui. Voilà. Après, du moment où j'ai un objectif, ça veut dire que j'ai le capital financier, mais l'un des éléments importants, c'est mon capital humain. Donc, si je veux pouvoir partir avec les éléments, ou soit la femme ou l'homme, et essentiellement, là on a parlé de la femme, qui est passée d'une catégorie basse en rentrant dans l'entreprise, ça veut dire que je mets les dispositions en place. Ça veut dire que, en réalité, même si le gouvernement m'oblige, en fait, il n'y a pas véritablement... On vous demande de le faire, mais vous ne le faites pas parce que vous êtes obligé de le faire. Si vous le faites de manière mécanique, ça veut dire que votre entreprise va couler. Il faut que vous acceptiez le fait que toutes les personnes qui rentrent dans votre entreprise, même si c'est une femme, ils ont le même champ d'égalité pour être dans le top management. Après, de ce moment-là, vous mettez un dispositif en place. Et à chaque étape, vous évaluez la capacité de la personne. Vous évaluez la capacité de la personne sans faire de discrimination. Vous évaluez la capacité de la personne. Est-ce que par rapport à tant, les délais de résolution de ce qui lui est donné, la capacité à pouvoir gérer la chose, la capacité à pouvoir faire du retour, à pouvoir promouvoir l'activité et faire de manière à ce que, véritablement, on sente que là où elle est, l'entreprise est passée d'une étape 1 à une étape 2, 3 et 4. Après, de ce moment-là, en fait, c'est que votre compétence et ce que vous voulez véritablement donner, il n'y a pas même possibilité qu'on vous... C'est-à-dire que
critère d'évaluation, c'est-à-dire que c'est ce que vous donnez comme résultat, en même temps montre que déjà le résultat il est là, et donc l'évaluation donne en même temps que bon, vous êtes au top management. Quelqu'un disait, et vous reconnaîtrez probablement la personne, que nous atteindrons l'égalité des chances quand, à incompétence égale, on pourra nommer une femme à la place d'un homme. Bien sûr. En fait, c'est que c'est une boutade, si on peut le dire ainsi. Oui. Ce qui veut dire par là, c'est que, quel que soit le cas, arriver à un niveau donné, lorsque nous donnons la chance à tout le monde, ça veut dire que la femme, sur un terrain donné, femme ou homme, elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Donc ça veut dire que à partir de ce moment-là, on n'est plus en train de dire, bon, c'est parce que c'est une femme qu'elle doit être là, ou c'est un homme qu'elle doit être là, mais c'est parce qu'on sent qu'elle a la compétence, elle est là, elle peut le faire. Donc c'est pas parce qu'on fait, disons, une forme de promotion des personnes vulnérables, sans tenir compte de leurs compétences. À partir de ce moment-là, si on le fait, ça veut dire qu'on peut véritablement avancer. Donc je pense que sur cet aspect-là, c'est juste délicat, comme on le dit. Parce qu'aujourd'hui, en voulant faire de la promotion de la femme, si vous faites une promotion de la femme, tout en faisant le fait que ces femmes qui vont être promues n'ont pas la compétence de là où ils sont, en fait, vous ne leur rendez pas service. Vous ne leur rendez pas service. Oui. Bon, vous ne leur rendez pas service du tout. Ni aux femmes, ni à la société. Parce que vous le mettez à quelque part où elle ne pourra pas être compétente, ou peut-être que du fait qu'elle n'a pas la compétence, ça va se faire voir comme si la femme ne pouvait pas être à ce poste-là. Alors que vous avez l'opportunité, en la renforçant, en lui mettant toutes les compétences à disposition, en renforçant ses compétences, toutes ses aptitudes, vous allez être surpris qu'elle peut faire ça et même mieux que d'autres personnes. Je vais rester sur le terrain et ce sera la dernière question sur le thème du harcèlement et des violences. Selon vous, pourquoi est-ce que les mouvements comme MeToo ou Balance ton port n'ont pas eu le même écho en Afrique que celui qu'ils ont eu dans les pays européens et américains? Bien, je pense que ça aussi, ça dépend de la culture que nous avons. Vous avez notre culture, disons, dans d'autres cultures que les cultures européennes et autres, c'est des cultures un peu plus individualistes. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, il y a, disons, un certain respect que nous avons, même s'il y a des situations difficiles. Ça aussi, c'est une autre situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas la tendance très facilement à faire sortir un certain nombre de choses. Donc, même si aujourd'hui, quand vous le voyez, quand les tendances MeToo et autres, quand elles sont sorties ici et là, c'est après un certain long moment de silence. Oui. C'est parce qu'il y a une situation donnée que les gens ont pu ouvrir leur parole. Maintenant, ici, chez nous aussi, il peut y avoir ce genre de choses. Mais vu la manière dont la société elle est conçue et les autres, les gens peuvent peut-être à un certain nombre de moments ne pas pouvoir faire ressortir ces éléments. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est que chez nous aussi, il y a un travail de fond qui est fait parce que la société est faite de manière à ce que, même si on ne le voit pas comme ça, en Afrique, les femmes ont du pouvoir. Parfois de manière discrète, mais les femmes ont du pouvoir. Les femmes ont de la voix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions qui peuvent être prises par l'homme, mais influencées énormément par la femme. Nous allons arriver à ce point du féminisme à l'africaine, mais je voudrais encore une fois sur la capacité des femmes à s'exprimer, à verbaliser ce dont elles sont par moments victimes et qui n'est pas souhaitable. Est-ce qu'au niveau de l'entreprise, quand elles viennent par exemple chez vous comme médecin du travail, elles peuvent être confiantes et vous délivrer les problèmes auxquels elles font face et demander votre soutien, votre accompagnement pour surmonter ces épreuves-là? Ah oui. Et ça, comme je vous l'ai dit, dans plusieurs de nos, de nos consultations aujourd'hui, puisque quand nous travaillons en tant que médecin du travail, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Dans l'équipe pluridisciplinaire, nous avons les psychologues du travail qui sont nos collaborateurs directs quand nous sommes dans ce genre de situation. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité que, par exemple, une femme peut venir en consultation.
Elle peut venir en consultation d'abord pour un problème. Je vous rappelle juste un petit élément. Une femme que j'ai reçue il y a quelques années, juste pour le fait que elle avait des problèmes cardiaques. Donc, un problème de tension qui ne bougeait pas, tourne. Et puis, un jour, elle arrive, et puis, je lui pose la question, je lui demande toutes les choses. Elle dit non, ça va. Et puis, une seule question que je lui pose. Comment se passe ta relation avec ton patron au bureau? Elles font en larmes. Et c'est là où elles font en larmes et ressort le fait qu'elle est harcelée, elle est intimidée par le patron depuis une dizaine d'années. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Le patron peut l'insulter devant les autres, lui fait des remarques désobligeantes devant les autres, jette les dossiers qu'elle fait. Elle lui fait sous forme des avances qu'elle veut ignorer. Et lorsque on a ressorti ces éléments-là, et je l'ai confié au psychologue du travail, après au psychologue clinicien, pour un retour, je peux vous dire qu'avec ces éléments que nous avons essayé d'arranger, on lui a donné un repos de sortir, par exemple, de ce milieu-là pendant un certain nombre de temps. Au bout de 2, 3, 4 semaines, nous avons vu que cette personne a eu son état de santé qui s'est restabilisé. Et donc, vous voyez que le harcèlement, la discrimination qui se passait au lieu du travail peut être des facteurs de danger pour le travailleur qui peut développer des maladies, parce que ça a les conséquences des facteurs de risque psychosociaux. Donc, actuellement par rapport à ça, il faut développer des maladies cardiovasculaires, même des lombalgies et autres, et même aller jusqu'à la dépression et au suicide. Voilà, donc nous avons ces genres de cas que nous consultons et qui nous permet de pouvoir, par ricochet, aller vers la source qui est les aspects du harcèlement en milieu du travail, de discrimination, de violence, que ce soit violence verbale, de violence physique, ou même jusqu'au viol. D'accord. Et quand vous êtes face à un cas comme celui que vous venez de décrire, comment vous vous comportez? En dénonciateur, en conciliateur? Quelle place vous prenez et comment est-ce que vous essayez de résoudre le problème en préservant les intérêts des uns et des autres? Oui. Voilà. Alors, disons que le premier niveau, c'est d'abord, on part sur la base de celui qui va prendre en charge le cas dans l'instant présent. Donc, la première des choses, c'est qu'on prend en charge la personne pour lui permettre de pouvoir souffler, de pouvoir se prendre en charge et puis progressivement de pouvoir gérer la situation. Donc, dans un premier temps, si c'est une situation qui est telle, on rentre d'abord dans un état de conciliateur. Et ce qui était difficile pour qu'on ne puisse pas facilement envoyer la personne vers quelque part, c'est parce qu'il n'y avait pas de texte. Il n'y a pas de test. Donc, du coup, si par exemple, un agent a un problème à son poste spécifique, il y a un produit chimique, je vais dire, bon, d'aller voir l'inspecteur pour ça. Mais pour le harcèlement, il n'y avait pas véritablement de texte. Et maintenant que nous avons un texte, quand ça arrive comme ça, quand c'est bien décrit, alors, bien décrit, on l'envoie à l'inspecteur du travail. Donc, pour qu'on puisse rentrer dans un processus où, et là aussi, ça va pas à pas, au processus où on peut pouvoir faire venir la personne en question, chercher à pouvoir élucider la situation pour pouvoir voir ce qui se passe exactement et au niveau de la hiérarchie, demander à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises en interne pour que ces genres de choses ne puissent plus se passer. Oui. Donc il y a d'abord la conciliation avant éventuellement d'envisager de la justice. Voilà, de la justice. Et dans les situations extrêmes, là, c'est-à-dire que quand on parle par le premier niveau de justice sociale, que ce que nous faisons, puis avec les inspecteurs du travail, la dame peut, si elle est, c'est-à-dire que la situation qu'elle a vécue, elle est extrême, elle peut aller se plaindre au niveau du tribunal du travail, et là, disons, la situation peut prendre une autre mesure. Et je pense qu'avec ce test-là, comme il y a un bâton qui est là, je pense que beaucoup de gens aussi vont réfléchir à 2 ou 3 fois avant de prendre un certain nombre de comportements les uns avec les autres, surtout envers les femmes. Merci docteur. Et j'ai promis que nous parlerions du féminisme à l'africaine. Est-ce qu'on peut comparer les féminismes? Parce que souvent on dit dans les professions, il n'y a pas de journaliste africain ou il n'y a pas de médecin africain, il y a juste un médecin, il y a juste un journaliste. Est-ce que dans le cas du féminisme, on peut également dire qu'il n'y a qu'un féminisme, il n'y a pas de féminisme à l'africaine ou à l'européenne, à l'occidentale en général? Oui, en fait, les exemples que vous voulez donner, ça c'est des métiers. Donc on va dire que bon, les métiers, ça, c'est ça. Alors que le féminisme, c'est, disons que c'est une orientation en termes de mouvement social
qui est né par rapport à une situation que une communauté vit dans une contrée différente. Voilà. Mais c'est un aspect de la chose qui peut, disons, on peut le dire, intéresse tout le monde. Donc, mais quels sont les contextes dans lesquels le féminisme européen est né, le féminisme américain et autres sont nés? C'est né parce qu'il y a une société, la manière dont ça y est, c'est individualisé, avec peut-être des difficultés internes que nous ne maîtrisons pas, peut-être un peu plus violentes, peut-être que nous ne maîtrisons pas. Maintenant, au niveau de l'africaine, et quand ce féminisme s'est mis en place, ce féminisme s'est mis en face de manière frontale avec l'homme. Et donc, du coup, on a parlé d'égalité homme-femme. On parlait des suffragettes, voilà. À un moment, qui se battaient pour avoir le droit de vote. Celles qui se battaient également pour avoir le droit de passer le permis de conduire, d'avoir leur compte bancaire à elles. D'autres qui se battaient pour avoir le droit de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. Donc, il y a un certain nombre de choses d'étapes qui ont été franchies avec le féminisme à l'Occident. À l'occidental. Et donc maintenant au niveau du féminisme à l'africaine. Disons qu'au niveau du féminisme à l'africaine, le féminisme à l'africaine au départ a voulu prendre le pas de la même manière qu'à l'occidental, mais ils sont confrontés au fait qu'on n'a pas la même culture. On n'a pas la même culture. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit un peu au début, c'est que dans nos sociétés, il y a déjà un certain nombre d'éléments sociétales qui sont faites de manière à ce que la femme a sa place au niveau du foyer. La femme est la chef du foyer. Et il y a un certain nombre de décisions que la femme prend ou que l'homme prend en étant en communauté, en collaboration avec la femme. Et donc, du coup, ce ne peut pas être un élément frontal. Donc, aujourd'hui, on va beaucoup plus parler dans le cadre de la manière dont les choses évoluent. Comment est-ce qu'à l'africaine, on va beaucoup plus dans un aspect de complémentarité. C'est-à-dire que le féminisme à l'africaine va beaucoup plus dans un aspect de complémentarité, tout en respectant l'homme et qu'on demande à l'homme de pouvoir respecter la femme. Très concrètement, est-ce que le matriarcat, par exemple, n'est pas une forme de féminisme? Parce que dans le matriarcat, toute la lignée est fondée sur la femme. C'est la femme qui est la pierre angulaire de la famille et du groupe social auquel elle appartient. Est-ce que ça, c'est pas déjà une marque de féminisme éprouvée? Oui. En fait, en réalité, c'est pour ça que je dis, au niveau de la société africaine, il y a beaucoup d'éléments déjà qui sont là. C'est-à-dire qu'au niveau du matriarcat, donc ça veut dire que c'est la femme qui donne la possibilité, et souvent même pour les sociétés qui sont matriarcales, ils ont beaucoup d'éléments venant de leur oncle maternel. Et parfois même c'est-à-dire que ce que leur oncle maternel doit donner à leurs enfants, ils le donnent beaucoup plus de ce qui est lié à la femme. Et donc ça, c'est des aspects déjà qui montrent que la femme a une place très importante dans nos sociétés. Et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'Africain, au lieu de se projeter toujours vers l'autre, voir ce que l'autre fait, doit d'abord se demander qu'est-ce qui se passe chez Jean. Donc, revenez un peu à l'histoire, à notre propre histoire, à notre propre communauté, sur le plan anthropologique, sur le plan sociologique. Qu'est-ce qu'on faisait qui était déjà bon avant qu'on soit qu'on soit rentré en contact avec les uns et les autres, et aujourd'hui, qu'on puisse les analyser et voir ce qui est bon, les améliorer, faire de manière que cet élément nous permet de pouvoir renforcer le vivre ensemble, permettre à la femme et aussi à l'homme d'évoluer de manière complémentaire et être une force pour notre société. Vous évoquiez tout à l'heure, pendant que nous préparions l'émission, un cas que je voudrais qu'on évoque ici, celui de la possibilité pour la femme d'accéder à la propriété en matière de terrain, de propriété terrienne. Comment est-ce que vous expliquez que l'on est parti d'une société où la femme ne pouvait pas être propriétaire des terres, et aujourd'hui, elle a acquis ce droit, mais, enfin, j'aimerais que vous en parliez vous-même pour que l'on comprenne l'évolution sociale dans laquelle est positionnée la femme aujourd'hui, et nos sociétés de façon générale. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que sur le plan, disons, anthropologique et historique, si on peut le dire ainsi, c'est que dans nos sociétés, l'héritage était dévolu à l'homme. Parce que lorsque l'héritage est dévolu à l'homme, ça veut dire que nous ne faisons pas de cession mercantile de la terre. Et donc, si on fait, dans un premier temps, depuis le début, si on fait une cession de la terre, de la communauté,
à la femme, puisque la femme doit aller rejoindre son mari. Et donc, ça veut dire que le mari et la femme peuvent venir rester dans la communauté, dans la nouvelle communauté. Et donc, du coup, si ça continue, à un moment donné, c'est les maris qui viennent, disons, d'autres, ethnies, d'autres peuples différents, qui vont venir, c'est-à-dire que prendre la place de la communauté mère. Et donc, c'est de toutes les terres. De toutes les terres, voilà. Donc, c'est tout ce système-là qui fait que, sur le plan sociologique, nos parents, nos ancêtres ont mis ce dispositif-là en place depuis le début, et ça se comprenait. En ce moment-là, la terre n'était pas quelque chose qui était cessible, la terre n'était pas quelque chose qui était vendable. Et ça se comprenait. Mais aujourd'hui, avec l'évolution que nous avons, ou aujourd'hui, avec les terres qui sont devenues à niveau urbain, de manière mercantile, en ce moment-là, même au niveau rural, oui. À partir de ce moment-là, la société a évolué. Et la société a évolué de manière à ce que la femme puisse avoir accès à cet élément d'héritage qui devient maintenant mercantile. Donc, on doit pouvoir céder, puisque aujourd'hui, comme on puisse le dire dans nos pays, il n'y a plus une communauté qui dit que ici, elle est pour elle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où je suis, je peux partir de Lomé, m'installer à Kara, m'installer à Dapaon, m'installer à Kpalimé, etc. Pourquoi pas à Bamako? Et pour Bamako, voilà, donc, ou à Johannesburg. Et donc, aujourd'hui, cet aspect-là commence petit à petit à diminuer en termes de communautarisme qui fait qu'on ne puisse pas donner l'accès des terres aux femmes. Et donc aujourd'hui, ce que nous avons comme opportunité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on donne cette opportunité à la femme d'avoir accès à la terre comme l'homme, parce qu'aujourd'hui, cet élément, c'est devenu un élément mercantile qui doit être disponible pour tout le monde et qui aujourd'hui ne permet plus de pouvoir se dire que bon, tel élément, telle communauté qui doit rester sur cette terre, si l'autre vient, il va pouvoir les déposer parce qu'on a déjà passé cette étape-là. Merci beaucoup, docteur. J'aurais voulu vous garder beaucoup plus longtemps, mais je sais que votre temps est précieux et que le nôtre est limité. Oui. Je rappelle que vous êtes docteur Kevin Silver, que vous êtes médecin du travail, spécialiste en neurologie et que vous êtes surtout doctorant en histoire économique et sociale. Merci de nous avoir apporté vos lumières. Merci beaucoup, monsieur Louis Kemaï. Et merci à vous de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.